Ce jeu est trop difficile! Ce jeu est trop difficile! Et les développeurs, ils ont pris de la drogue. Je vais détruire ce jeu. Ce jeu est horrible. Pourquoi est-ce que je m'inflige tout ça? Ok, si j'en crois le wiki, c'est parce que ce jeu renferme un pouvoir démoniaque et tu dois le vaincre pour accomplir la prophétie. Et apparemment, t'es l'enfant des jurons. Hey, mine de rien, on arrive bientôt sur le 10e anniversaire de la chaîne. Ouais, on devrait faire une vidéo spéciale 10 ans. Ah, c'est pas vrai, on a raté les 10 ans. Bon, c'est pas grave, alors... Attends, tu fous quoi avec cette chauve-souris? Ça se mange pas, les chauves-souris? Ah, je crois que je tombe malade. Et là, je me suis dit, tu sais, on arrive sur une méga planète de gladiateurs spatial et où pour gagner le droit de vivre, tu dois te battre dans l'arène. Mais en fait, se battre dans l'arène, ben, ça veut dire jouer à des jeux pourris. Ouais, je pensais, tu sais, on fait une parodie de Star Trek, de Star Wars. Oui, une parodie de Star Trek. D'accord, d'accord. Mais le jeu. Le quoi? Bah, le jeu qu'on teste pour l'épisode. Tu sais, la base sur ce en quoi on écrit. Ah, c'est vrai qu'à la base, nous, ce qu'on fait, c'est du rétro gaming. Bon, je sais pas, moi, trouve n'importe quoi, là, quelque chose qui a rapport avec l'espace. Salutationalisation et bienvenue à ce 62e épisode d'Analyse du Mal, l'émission où on parle des motivations et philosophies de nos méchants préférés. 3e vidéo Analyse du Mal que je fais avec lesquelles vous avez choisi le sujet. Bien entendu, comme d'habitude, je fais des polls sur YouTube, mais le fait étant qu'il y a certains d'entre vous qui profitent d'un choix prioritaire. Et comment avoir accès à ces choix? Ben, il suffit de nous rejoindre sur Patreon, le lien est en description. Là, vous aurez accès à des contreparties en échange d'un petit peu d'argent pour aider à financer la chaîne. Ça va de simple shout-out à littéralement choisir le sujet de futures vidéos, voire m'en réclamer des sujets spécifiques. Et tant qu'à être là, vous pouvez aussi vous abonner, activer la cloche, ainsi que laisser un like et un commentaire nous disant de quel autre méchant on devrait traiter, toujours avec le hashtag Analyse du Mal pour que je m'y retrouve un peu. Je vous rappelle finalement de nous suivre sur Instagram, le lien est aussi en description, ce qui reste une excellente façon de communiquer avec moi, tout comme rejoindre notre Discord. Mais bref, si je vous demande de me parler de créateurs de contenu, il est plus que probable que vous me nommiez les classiques du genre MrBeast ou encore Logan Paul. Et si vous avez envie de me parler d'autre chose qu'une bande d'enfants sociopathes et mégalomanes enfermés dans le corps d'un adulte, il est très probable que vous me nommiez des gens un petit peu moins connus, mais qui sont quand même très reconnaissables. Et YouTube oblige, quand on va sur le territoire de la francophonie, il y a une poignée de chaînes que tout le monde connaît. On pense à Cyprien, on pense à Squeezie, on pense à Thibaut InShape, mais moi, s'il y a une chaîne que je trouve très particulière, c'est celle du joueur du grenier. C'est à partir de là qu'on se rend compte que tout dans ce jeu est à chier. Je veux dire, Virus est un jeu pas si mal, finalement, à côté de Batman et Robin. Le JDG, le guerrier ultime contre les légendaires jeux pourris qui ont bercé notre enfance. Eh ben, il est un prime candidat pour les analyses du mal, parce que quand tu te penches sur la psychologie du personnage, ça fait peur. Mais avant toute chose, il y a quelque chose de particulier sur le JDG. Le JDG fait, oui, du facecam, mais il fait aussi et surtout de la fiction. Et la fiction sur Internet, ça fonctionne assez mal. Pourquoi j'ai tendance à dire? Ben, c'est parce que quand tu écris une série, quand tu écris un film, quand tu tournes, quand tu réalises, les gens qui travaillent sur cette série et ce film, ben, leur travail, c'est de se faire totalement oublier. Par exemple, quand vous regardez cette scène du premier Thor, vous voyez pas Tom Hiddleston et Anthony Hopkins se crier dessus dans des costumes ridicules pendant qu'un set de plus de 150 personnes opère la lumière, le son, la caméra, etc. Non, vous voyez Odin et Loki à un point décisif de leur arc. Vous n'êtes pas proche des personnes responsables de la création de cette scène, vous êtes proche de ces personnages. C'est là qu'on peut remarquer principalement la qualité d'un acteur. Parce que en tant que tel, sur un set, ce genre de scène, pour que ça rentre bien, il faut réussir à totalement oublier que, ben, on est quand même ridicule à se crier dessus dans des habits vikings. Mais c'est tout aussi à l'honneur des gens qu'on travaille sur cette scène. Et fais-moi confiance, vous qui n'y connaissez peut-être rien en cinématographie, en audio, il est plus que très probable que vous ayez un réalisateur préféré, que vous ayez un cinématographeur préféré, que vous ayez un directeur photo, voire même un responsable de l'audio favori, et que vous ne vous en rendiez même pas compte. Pourquoi? Parce que c'est ce décalage entre la réalité et la fiction qui fait son succès. Et quand tu sais que sur YouTube, la plupart des créateurs ont bâti ce succès justement en ayant une certaine proximité avec le spectateur, on comprend pourquoi c'est tout de suite plus complexe.
On retrouve du face caméra, on retrouve une conversation directe avec le spectateur, avec la ferme intention de faire ressentir à ce dit spectateur que la personne avec qui elle a cette dite conversation, ben c'est quelqu'un comme vous et moi. Et oui, ça implique que j'ai zéro évolué depuis. Certains créateurs se dirigent principalement, oui, sur la fiction, c'est difficile de ne pas oublier Cyprien, mais Cyprien qui maintenant fait genre 3 ou 4 vidéos par an, qui a des vidéos beaucoup plus produites et qui a fait de la fiction sa marque de commerce. Lui-même va dire que ça fonctionne beaucoup moins bien que les simples formats face caméra. Et même quand il en fait, ben il y a le concept de fiction qui revient, avec des équipes produites, avec un scénario, et il y a un créateur, le Joueur du Grenier, qui a réussi à faire de cet équilibre entre facecam et fiction sa marque de commerce. Le JDG, c'est un peu le pire cauchemar de la droite extrême et des PDG d'entreprise, dans le sens que c'est un quarantenaire qui gagne sa vie en faisant ce qu'il aime, et ce qu'il aime, c'est jouer à des jeux vidéo. Mais aussi paradoxalement, à cette époque d'Internet où le moindre faux pas peut te ruiner ta carrière, le JDG est, selon moi, la seule chaîne qui peut vraiment se permettre d'avoir un humour qui est très noir, qui est très cru, vulgaire, alors même dans l'offensant des fois, mais à quand même continuer parce que les spectateurs en redemandent. Des jeux japonais? Une culotte? J'ai pas commandé de jeux japonais. Ce pays historique que tout le monde connaît essentiellement pour son histoire millénaire, pour ses temples, ses jardins zen. À qui je vais faire croire ça? On s'en fout de tout ça. Manga! Après, ça a adoré, tu sais. Enfin, ce qu'il en reste. Mais c'est littéralement le discours de Musso. Musso chocolat. Travailler toute la journée pour rendre des enfants malheureux. Mais ces gens devaient être les gens les plus chanceux du monde. À part les patrons d'usine en Chine, évidemment. Ouais, heureusement que c'est pas le Samy de la nouvelle série, hein. Ah, désolé, monsieur le gardien du musée, je pensais que... J'ai compris, ok, tu t'es déguisé en fétide, d'accord, c'est parce qu'on vient de faire Master Quest. Ok, j'ai compris, non, c'est marrant, c'est pas... Non, j'ai un cancer. Il y avec des draps sales. C'est un peu comme nos esclaves. Et chez vous, sinon, vous utilisez des baguettes? Debout! Debout! Et oui, bien entendu, des fois, il y a des conséquences, mais quand ça arrive, c'est plutôt du côté des exécutifs chez YouTube qui ont peur de recevoir un backlash que des fans eux-mêmes. Ce qui en dit très long sur la plateforme. La vidéo Tomb Raider, c'était déjà que ça. Je voudrais bien vous le montrer, mais je peux pas, lol. Et Duke Nukem, Bref, le Joueur du Grenier, c'est quelqu'un qui donne à tout le monde des raisons de le détester, et paradoxalement, c'est pour ça que tout le monde l'adore. L'idée est simple, introduire les générations actuelles à la difficulté des jeux pourris des années 80-90. Une époque où le jeu vidéo, c'était un petit peu vu comme une sous-culture, et ça explique pourquoi certains produits sont à la fois bâclés et beaucoup trop difficiles pour une audience. Parce qu'on n'a peut-être pas eu le temps de faire des études de marché, on n'a peut-être pas le budget de s'intéresser à ce qui fonctionne, et de manière générale, le jeu vidéo est un art qui a dû se battre pour en arriver où il est. Et encore aujourd'hui, en 2025, si c'est compliqué, il y a 45 ans, c'était quasiment impossible. Mais le tout est bien sûr calqué sur les vidéos de l'Angry Video Game Nerd, son équivalent aux États-Unis, mais il y a quand même des différences. Le JDG a une espèce de substance que le nerd n'a pas. On peut parler par exemple de l'iconographie avec la chemise hawaïenne, avec les bas dans les sandales, avec des petites tournures de phrases qui lui sont exclusives. Ce qui a conduit à la véritable construction d'un personnage. Oui, avec le temps, la formule, elle s'est complexifiée, et on peut dire le Joueur du Grenier d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec le Joueur du Grenier de 2009-2010. Et moi, personnellement, je me rappellerai toujours de comment j'ai connu le JDG. T'es sûr que c'est une bonne idée de venir voir ce vieil ermite dégueulasse sur le 13e anniversaire de la mort de sa fille, un vendredi 13, de pleine lune, un soir d'Halloween en plus? 100% t'inquiète, je l'ai fait 3 fois la semaine dernière. Bonjour, mes enfants. Approchez vers votre mort. Il a dit d'approcher vers la mort, là, j'ai pas rêvé. Oh, ça, t'inquiète pas, c'est juste le vieux sorcier Maléfique. Maléfique, c'est son nom de famille. J'ai un cadeau pour vous. Ouh, j'adore les cadeaux. Mais comment t'as survécu jusqu'à l'âge adulte? Regardez et... entrez dans la dimension du grenier. Bon, à quelques détails près, oui, c'est comme ça que ça s'est passé. En vrai, j'ai connu le JDG grâce à une tradition du vendredi soir. Quand j'avais 11-12 ans, moi et un de mes amis, presque toutes les fins de semaine, l'un des deux venait dormir chez l'autre, et puis on jouait à des MMO jusqu'à 3h30 du matin. En général, on était plutôt sur Dofus, mais fouillez-moi pourquoi, ce soir-là, on avait décidé qu'on jouait à Blablaland. Et là, sérieux, les gens dans la mi-vingtaine, vous venez d'avoir un méchant coup de vieux. Mais sur Blablaland, la partie jeu, c'était juste le chat. La partie qui était vraiment intéressante du site, c'était la partie forum. Et sur ce forum, je rappelle
lequel il y avait un post où quelqu'un introduisait le joueur du grenier avec un lien vers chacun de ses tests. C'est là qu'il m'a montré la vidéo qui était sortie en dernier, et cette vidéo, c'était le test sur Batman et Robin. Et je sais pas si c'était la dépravation de sommeil du fait qu'il était 4 heures du matin et que j'avais plein de coke dans le sang, la boisson, pas la poudre, bande de gros dégueulasses, mais le fait étant que à ce moment, je pense honnêtement que j'avais jamais autant ri de ma vie. C'est là que j'ai découvert à la fois ce qui va devenir mon youtubeur préféré et le concept de youtubeur en général. Le tout à une époque où, quand t'uploadais ta première vidéo, t'avais pas ton premier scandale qui venait avec. Je suis rapidement devenu un fan et cet ami-là précisément et moi, on allait manger à la maison tous les midis parce que j'habitais à 5 minutes à pied de l'école. Et puis, on avait un avantage, le JDG qui généralement sortait ses vidéos autour de 18h, avec le décalage horaire, nous, on les avait en milieu de journée. Jusqu'au jour où il a sorti un épisode qui encore aujourd'hui est facilement un de, si ce n'est mon épisode préféré, le test sur Dragon Slayer. Je peux plus entrer les mots de passe parce que ma boule est bloquée. Moi aussi, je perds la boule. Tu te crois drôle, c'est ça? On a lancé la vidéo et encore une fois, on a ri aux larmes à un point où on en avait mal. Aujourd'hui, ça a bien changé. Cet ami et moi, on est encore en très bonne relation. On se parle, mais lui, il a sa femme, il a ses enfants. Et moi, moi, je fais des sondages YouTube pour savoir quoi dire dans mes vidéos analyse du mal. C'est là qu'on en arrive au vote justement pour cet épisode. Et autant je m'attendais à ce que ce soit un débat, autant je m'attendais à peut-être avoir Chronos ou Luc Castellan comme résultat, le JDG a eu une victoire sans conteste. Et ce, autant dans le vote libre que le vote premium. Mais on arrive aussi à quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Presque personne a essayé d'argumenter dans les commentaires, contrairement à beaucoup d'autres fois où j'ai fait des polls comme ça. Je m'attendais à de l'incompréhension, je m'attendais à de la protestation, je m'attendais à ce que vous me disiez que le joueur du grenier n'a pas sa place dans une analyse du mal parce que c'est pas un antagoniste. Mais, autant dans les commentaires que sur les votes, presque tout le monde voulait vraiment qu'on en parle. Alors déjà, le joueur du grenier, comment est-ce qu'on analyse le personnage? Ici, on va parler justement de ça, le personnage du joueur du grenier, celui qu'on peut appeler Monsieur Grenier ou le Petit Grenier ou simplement Grenier, à l'opposé de par exemple parler de Frédéric Molas, qui est à la fois un des producteurs de l'émission et l'interprète de ce dit personnage. Parce que dans les tests, c'est ça, on ne voit pas Frédéric, on voit Grenier. C'est un personnage qui est joué par un acteur. Et pour la simplicité de la vidéo, on va dire que Papy Grenier fait partie intégrante du canon du personnage. Du simple fait que c'est très facile de raccorder ses actions avec un petit peu de sénile autour, on va pas se mentir, et qu'il porte le même nom de famille. Mais aussi, ça implique qu'il va falloir aller vidéo par vidéo et définir quel personnage interprété par Frédéric Molas fait partie du canon du Grenier. Par exemple, est-ce qu'on compte Archibald Van Grenier? Est-ce qu'on compte Henri Potbeur? À tout ça, je réponds vachement oui et vachement non. On va passer une bonne journée. Je vous rappelle donc encore une fois de vous abonner, d'activer la cloche ainsi que de laisser un like et un commentaire, le tout avec le hashtag analyse du mal pour que je puisse m'y retrouver et de nous suivre sur Instagram et rejoindre le Discord ainsi que faire un tour sur notre Patreon. Sur ce, maintenant que c'est fait, analysons le mal. Qui est Grenier? Oh, mais d'habitude, tu commences toujours avec le point de faire l'histoire sur le personnage. Oui, mais d'habitude, j'ai une histoire qui a un début et une fin. Et généralement, quand il y a des timelines alternatives, c'est fait avec assez de clarté pour que je puisse les ignorer au besoin. Là, il va falloir que je sorte mon Sherlock Holmes interne. Je suis vraiment désolé, on est en pleine canicule et il y a des mouches partout dans le studio. Si on veut établir une timeline pour le personnage de Grenier, va en premier falloir établir, c'est qui le personnage de Grenier? Parce que Fred et Seb font presque tous les personnages des vidéos à eux seuls. Et justement, ça va être notre point de départ. On va éliminer absolument tous les personnages qui sont interprétés par quelqu'un d'autre que Frédéric Molas. Parce que c'est clair que c'est pas fait pour être le même personnage qu'on voit à l'écran. Alors désolé, pas de patron d'infogramme aujourd'hui, même si j'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi ce personnage est une masterclass. Parce que je déteste les enfants. Papa, c'est quoi mon cadeau? Bambino, tu veux jouer? Regarde ce que j'ai pour toi. Super jeu, là. Voilà. Je l'ai tellement. Ensuite, il va falloir éliminer les personnages qui sont bel et bien interprétés par Fred, mais qui portent un autre nom que Grenier. Alors, on peut directement éliminer des personnages comme Henri Potbeur, ou encore, à mon grand désarroi, le Capitaine Igloo. Ah ouais, si un personnage sous-coté du Grenier, c'est bien celui-là. Et homie, t'es là pourquoi, toi? Oh, j'ai fait manger des bâtonnets de poisson aux colonnes délicieux et moelleux à des enfants qui en raffolent, le vrai trésor du capitaine.
Non, il a fait tomber un bâtonnet de Colette, je vais le ramasser. On va ensuite aussi éliminer le personnage de Archibald de Vente-Grenier, du simple fait qu'il est dit textuellement que c'est l'ancêtre de Grenier lui-même, avant que ça devienne un extraterrestre. Et c'est aussi très important parce que ça nous permet d'établir que bel et bien quand Fred joue aux jeux vidéo devant la caméra, à moins que ce soit précisé autrement, bah c'est lui, Monsieur Grenier. Et là, on pourrait aller au cas par cas, on pourrait éliminer un à un les personnages qui ne font pas partie de ce canon, mais on n'en a pas besoin à cause de la vidéo des 11 ans. Dans la vidéo des 11 ans, on se frotte à une menace mi-Seigneur des Anneaux, mi-Avengers. Là où on nous présente nos deux personnages principaux interprétés par Fred, c'est-à-dire l'Enfant des Jurons et Canarman. Et ce sont bel et bien deux personnages distincts. Ça le prouve parce que un des personnages interprétés par Seb, l'autre frère Grenier, ici Albus Humble Dumbledore, bah c'est dit que c'est le même personnage qui a accompagné à la fois l'Enfant des Jurons et qui va venir aider Canarman. Ça prouve que l'Enfant des Jurons et Canarman sont deux personnages distincts puisque Humble Dumbledore est quelqu'un qui est capable de se rappeler individuellement de chacun d'entre eux. Ils ont interagi avec lui de façon séparée, c'est donc clair qu'ils ne sont pas la même personne. Vient alors un épisode masterclass mais qui complique tout, Dragon Slayer, et ça complique tout dès le début de la vidéo. L'Enfant des Jurons, qui a terminé l'entraînement de son Touhoum, revient de Grèce vers le champ de bataille. Ici, on insiste fortement sur le fait que le JDJ du présent est l'Enfant des Jurons, qu'il est celui qui interagit avec Seb, et qu'en plus, il a les pouvoirs du canard. Mais heureusement, il me reste un joker, considérant que l'Enfant des Jurons est une parodie de l'Enfant de Dragon de Skyrim, et en plus qu'il est une allégorie des personnages de RPG connus pour être anonymes ou avoir de multiples facettes, je pense qu'il est correct d'assumer que Canarman est un Enfant de Juron, mais pas celui qui a aidé le professeur Humble Dumbledore à récupérer les gemmes pour vaincre Fisty il y a tant d'années. Et aussi avec cette logique, on peut définir que Canarman est le joueur du grenier et que c'est son identité secrète, versus Grenier qui est son identité civile. Un peu comme Bruce Wayne et Batman ne sont que les deux côtés d'une même pièce. À partir de là, ça devient très facile d'établir une timeline de l'an 0 à l'an 11 des activités du grenier. Et pour le reste, ben, va falloir se débrouiller. Et ça fait mal parce qu'on a encore 4-5 ans à checker. Et c'est donc ce que j'ai fait depuis la vidéo des 11 ans. Je suis allé vidéo par vidéo et j'ai relevé tous les personnages qui me donnaient une preuve comme quoi ils ne font pas partie de cette timeline. Attendez, vous avez fait quoi pour une vidéo YouTube? Et là, on m'a fait comprendre que je devais changer de psychologue. Mais en vrai, c'était beaucoup plus simple que ce que j'aurais assumé parce que le fait étant que depuis la vidéo des 11 ans, ben, le trans-vidéo canon, on en a presque plus. Le JDG a tendance à commencer une histoire au début de la vidéo et à la finir à la fin, en faisant que très rarement référence à ses autres travaux, à ce qui s'est passé avant, ou quand il le fait, ben, c'est plus souvent une blague qu'autre chose. Et c'est grâce à tout ça que je pense que j'ai pu solidifier la timeline. L'histoire de Grenier. Tout commence pendant l'enfance du jeune petit Grenier, là où il va découvrir une passion pour les jeux vidéo. Cependant, ce ne sera pas toujours le cas parce que à la base, Grenier, c'est un enfant qui adorait lire, jusqu'au jour où son père lui ramènera un jeu. Ce jeu, c'est Terminator sur NES, et si de prime abord, ça semble être quelque chose qui ne l'intéresse pas, ça va changer quand il va prendre la manette. C'est devant la difficulté du jeu que le petit Grenier sentira quelque chose monter en lui, là où il deviendra finalement le personnage colérique, violent et vulgaire que l'on connaît et adore tous. Beaucoup de jeux seront offerts à Grenier, beaucoup de jeux qui lui feront du mal, qui augmenteront la puissance de son tempérament. Si l'on peut n'en retenir que deux, ce sont les deux plus sadiques. Premièrement, Tortue Ninja sur NES, jeu connu pour sa difficulté aberrante, qui on peut dire que pendant des années, c'est ce jeu qu'on a pensé être le catalyste de ce que Grenier est devenu. Mais là où Tortue Ninja est un catalyste, le véritable responsable, c'est sans contredit Echo le Dauphin sur Mega Drive. Ce jeu connu pour sa difficulté énorme sera offert à Grenier pour Noël. Grenier qui en deviendra obsédé, qui va rater toute sa scolarité et ben, qui va devenir créateur de contenu sur YouTube. Ouais, là, ça me fait vraiment repenser à pourquoi j'ai arrêté l'université. Au cours de sa vie, on ne sait pas exactement où, ni quand, ni comment, mais les parents de Grenier seront tués par un canard, ce qui va le forcer à commencer à avoir peur de cet animal. Là où il grandira, se développera encore une passion pour les jeux vidéo, mais aussi pour le cinéma. Ayant aussi grandi en aimant beaucoup lire, Grenier développera une passion pour les super-héros. Et son super-héros préféré de tous, c'est Batman. Jusqu'au soir où il ira au cinéma et verra pour la première fois Batman et Robin. Et ce film... Je n'avais jamais vu une merde pareille. Une merde pareille. Prochainement. Mais passons, parce que le pire de cette soirée, c'était quand même le film. Comment décrire Batman et Robin à quelqu'un qui est assez chanceux pour ne l'avoir jamais vu ou à quelqu'un qui ne comprend pas toute la mythologie du Chevalier Noir? C'est donc celle-là la tombe du fameux créateur de Batman? Effectivement, oui. Parfait.
Alors toi, tu montes la garde et moi, je chie dessus. Et c'était pas suffisant parce que Grenier aimant se faire du mal, en plus d'avoir regardé le film, il a joué au jeu qui en était dérivé. Et c'est là que quelque chose va s'allumer en lui. Il va adopter une persona, l'idée étant d'effrayer les plus grands méchants du monde pour qu'il le laisse en paix. Et c'est là que naîtra Canardman. Pendant des années, Canardman et son fidèle compagnon l'Aigle de la Nuit vont protéger la gigapole de Canard City, jusqu'à ce que Sébastien, grand ami du Grenier, ne joue à un jeu. Encore un jeu qui salit la mythologie du Chevalier Noir, puisque c'est bien Batman's Forever qui va conduire Seb vers la folie. Il va donc être incombé à Grenier d'arrêter son meilleur ami. C'est ensuite en fouillant dans les affaires de son grand-père Archibald Van Grenier qu'il se rendra compte que cet ancêtre est en fait Alpha 5 de Gelganox, un extraterrestre tentant de sauver la Terre de l'attaque de l'Empire chinois. Non, pas ces Chinois-là. Entre-temps, Grenier, il fera face à Takeshi's Challenge, le jeu pourri dans l'histoire des jeux pourris. Le tout en affrontant Pepito, un alien qui a appris à parler le français en regardant la télé publique. Il est ici pour vaincre la réincarnation d'un vieil ennemi nommé Susanoo, que les fans de la mythologie japonaise connaissent comme un des plus grands héros de son panthéon. Cependant, Grabolax a fait une erreur. Grenier n'est pas la réincarnation de Susanoo, mais bien de la petite fille de l'histoire. Et c'est sur cette technicalité qu'il parviendra à le vaincre une fois pour toutes. C'est là que Canardman sera approché par un certain Nick Furies, responsable de la défense planétaire contre Thanos, seigneur de guerre surpuissant. Grâce à l'aide de Furies et du professeur Albus Dumbledore, Canardman parviendra à vaincre Thanos et à retrouver un semblant de vie normale. Depuis, les choses se calment, Grenier partira en quête d'un mystérieux dollar vert, trésor perdu depuis des générations, et entreverra un univers alternatif où sa vie est ô combien différente, le tout grâce à un des plus puissants VPN de tous les temps. Il sera aussi harcelé par les impôts, sortis tout droit de l'enfer, qui saisiront tout ce qu'il possède, sauf une console. Et cette console, c'est la 3DO. Ouais, même les impôts en veulent pas de celle-là. Ça et du clodo qu'ils ont laissé traîner dans le studio. Oh pardon, je suis dans le champ. Grenier parviendra donc à récupérer toutes ses affaires, mais Seb tombera encore une fois dans la folie suite à son exposition à la Jaguar. Jaguar qui est dans le monde des consoles de jeu une des plus grandes arnaques de tous les temps. Et c'est récemment dans sa quête de libération d'une princesse au royaume des fantaisies qu'ils mettront sur pied en fait un nouveau régime fasciste pour prévenir les incohérences scénaristiques. C'est plus ou moins la timeline de l'histoire de Grenier. C'est un super-héros, c'est un explorateur, c'est un héros mythologique. Alors vous me demanderez pourquoi est-ce qu'on en parle dans une analyse du mal? Ben parce que objectivement, Grenier est une personne horrible, mais une personne horrible qui est très bien construite. Ces jeux qui ont vaincu le joueur du Grenier. Si Grenier possède un arc Nemesis, c'est clairement Infogrames, la compagnie de jeux vidéo qui lui a valu le plus de cellules, autant en prison que de cellules cérébrales. Mais que ce soit Infogrames ou tout autre éditeur, force est de constater que certains jeux ont vaincu le joueur, et ce, peu importe à quel point il s'est acharné. Bien sûr, l'inverse existe aussi, croyez-moi, des jeux comme les Schtroumpfs sur Mega Drive, moi aussi j'ai essayé, et j'ai pas réussi à passer le niveau 2 sans m'imprimer la face à la vitesse de la lumière dans un mur. J'ai pas réussi à finir le niveau 2 tout court maintenant que j'y pense. Cependant, s'il a pu finir un jeu aussi difficile, il en existe qui ont su le pousser à ses limites, qui ont su vaincre le JDG. Et si vous me croyez pas, bah posez-lui la question. Ces problèmes, ça te ruine le plaisir. Mais en plus, j'ai même pas réussi à passer le deuxième niveau. Batman et Robin, le test avec lequel j'ai connu le joueur, le test qui a sali la mémoire du Chevalier Noir, mais aussi le test qui a introduit Canardman. Ce que le JDG va révéler dans le test de Batman et Robin, c'est pas la difficulté du jeu en tant que tel, que la source de cette difficulté. Source étant, bah le jeu il est mal fait. Est-ce que le mec qui a fait le tuto a joué au jeu? Est-ce que le mec qui a fait le jeu a joué au tuto? Déjà, avoir des fautes d'orthographe dans le tutoriel, c'est pas génial, mais t'avais pas besoin de salir encore plus l'image de Batman. On a ensuite le sound design du jeu qui est extrêmement agréable. Depuis que j'ai joué à Batman et Robin, j'écoute tous les matins mon album de Chien qui aboie et de Bébé qui pleure parce que je vous jure que c'est vachement mieux que les bruitages de ce jeu en fait. Mais ce qui va faire Rage Quit le JDG, c'est ça. À chaque fois que tu as besoin de sauter, il faut passer en mode recherche, ou là, à l'inverse, tu peux plus taper. Vous devez sauter, changer de mode pour passer en mode combat, sinon vous ne pouvez pas frapper, et ensuite appuyer sur frapper. Oui, le jeu possède un bouton qui te permet de ne plus cogner. Dans l'univers de Batman, sur PlayStation,
Génial! Ici, on se retrouve dans ce qu'on appelle un soft lock, c'est-à-dire un point où t'as pas vraiment perdu le jeu parce que t'as plus de vie, parce que t'as fait une erreur qui fait que ça te renvoie au début du niveau, mais où tu peux juste plus avancer et que ta seule vraie option, c'est de recommencer et de ne pas faire les mêmes erreurs. C'est simple, à partir du moment où pour continuer, t'as besoin d'éteindre et de rallumer la console, c'est plus un élément de gameplay, c'est juste quelque chose qui devrait pas exister. C'est plus ou moins ce qu'on appelle un soft lock. Clairement là, moi non plus, j'aurais pas eu la patience, jeu suivant. Dans l'épisode de la 2D à la 3D qui est extrêmement sous-coté, Grenier va tester une multitude de jeux qui ont mal fait la transition vers la 3e dimension. Et de ces jeux, il y en a un qui va laisser un goût amer. Bubsy 3D, le dernier épisode d'une série de jeux mettant en scène le héros éponyme, qui déjà à l'époque avait su s'imprimer dans la culture comme une des mascottes de jeux vidéo qui ont le potentiel éventuel d'atteindre un Mario ou un Sonic. Mais la 3D en aura décidé autrement parce que Bubsy 3D a tué le personnage. Le jeu va s'ouvrir littéralement sur un avertissement comme un gros red flag pesant dans le ciel pour nous dire « Cours pendant que tu le peux encore ». Déjà rien que ça. Écoutez la musique d'intro. Regardez la tête de Bubsy. Moi je trouve cette ambiance mais carrément malsaine. Et quand Grenier commence le jeu, oh c'est la fête. Des textures horribles, des sauts dégueulasses, aucun effort sur le design des ennemis ou des éléments interactifs et ce Bubsy. Ce Bubsy parvient, la tâche ô combien complexe, à devenir autant énervant que terrifiant. Come on, don't be shy. Step right up and win valuable prizes. Toi! Vous trouvez ça drôle? Pas moi, parce que il y a être énervant et puis il y a vouloir lui mettre une balle dans la nuque à moitié par désir de tranquillité, à moitié pour abréger ses souffrances. Et même les devs, ils le savaient parce que apparemment la seule partie vraiment travaillée du jeu, c'est les animations quand tu meurs. Ce que Grenier nous dit pas, c'est que ces animations de mort, en fait, elles sont tirées des cauchemars des développeurs qui le faisaient chaque soir après une journée de travail incessante pour rendre ce jeu insupportable, jouable. Et puis ils l'ont pas rendu jouable. Mais ici, si on parle de jeux 3D, ironiquement, les jeux les plus emblématiques du Grenier, ils sont presque tous en 2D. Je vais pas vous parler de Tortue Ninja parce que aussi horrible que ce jeu soit, le JDG l'a terminé. Pour une raison qui m'échappe d'ailleurs, faut vraiment aimer se faire du mal. Mais le test sur Tortue Ninja est probablement la vidéo la plus iconique du JDG. Mais s'il y a un compétiteur, c'est l'épisode sur Dragon Slayer. Déjà, Dragon Slayer, dans cette licence, la difficulté est aussi indissociable que la Master Sword et de Zelda. Si de base, un jeu Quick Time Event dont il est l'inventeur sur borne d'arcade, on transitionne vite vers le plateforme d'action. Et le Dragon Slayer sur NES, sans contredit, est l'un des jeux les plus difficiles de l'histoire. Mais c'est pas vraiment de la difficulté un peu à la Bloodborne ou à la Dark Souls où tu te fais rentrer dedans avec la puissance d'un TGV alimenté avec 10 000 soleils explosifs et que t'en redemandes après. Non, là, Dragon Slayer, la difficulté, c'est vraiment quelque chose qui est fait pour ressortir ta haine et ta rage à l'état pur. Premier méga problème, c'est qu'on tape juste en diagonale, ce qui veut dire que si vos ennemis viennent du haut ou de sous le sol, c'est même pas la peine d'essayer, juste cours pour ta vie. Et même ça fonctionne pas parce que si tu cours, le dragon, il va continuer de te harceler. Oui, Dragon Slayer, c'est un petit peu la définition du harcèlement psychologique. T'ajoutes à ça le manque total de logique dans le power level, là où un roi sorcier t'enlève même pas la moitié de ta barre de vie, mais tu te fais one-shot par la plupart des mobs, et en plus, t'as un méga temps de latence sur les actions du personnage, ce qui te force à anticiper des fois presque une seconde à l'avance chaque action. Oui, des mathématiques et de la paranoïa à l'état pur, exactement ce que tu veux quand t'achètes un nouveau jeu vidéo. Et là où c'est drôle, c'est que les développeurs, ils se sont dit, peut-être que le jeu est trop court, peut-être que les gens veulent y jouer encore. Donc, tous les niveaux ont une fausse sortie qui te ramène un niveau en arrière. T'imagines, c'est comme si t'avais fait renouveler ton permis de conduire et puis après avoir fait la file, tu gagnes le droit de faire une autre file, mais seulement si tu perds à une partie de pile ou face. Et là, forcément, il y a des mots de passe qui te permettent de réaccéder à ces niveaux. Mais, même ça, c'est salaud. T'en penses quoi, Grenier? Attends, ça veut dire qu'il faut déplacer les boules une par une sous l'eau pour les mettre dans les trous qui sont en bas pour pouvoir constituer le mot de passe à 4 lettres? J'ai bloqué ma boule! J'ai perdu à l'écran des mots de passe! Attends, et là, je viens de mourir. Je viens de mourir dans l'écran des mots de passe? Voilà, on va peut-être éviter, parce que là, l'écran des mots de passe nous a encore une fois soft lock. Et j'ai encore bloqué ma boule! Et justement, puisqu'on parle de choses à éviter, connaissez-vous Link Face of Evil? Parce qu'il existe 3 jeux Zelda. La Triforce de la honte, qu'on les appelle. 3 jeux Zelda qui sont venus salir une saga parfaite.
Et ces 3 jeux Zelda, ben c'est des jeux qui ont été exploités suite à une loophole dans un contrat mal négocié avec Philips et sortis sur la console Philips CDI. Link Face of Evil, donc même si vous n'y avez jamais joué, déjà je suis content pour vous, mais vous connaissez ces cinématiques du fait que c'est une véritable nightmare fuel et la base des YouTube poop. Étant aussi le premier jeu où est-ce qu'on entend parler Link, et le dernier, c'est pas plus mal comme ça. Je viens te sauver des griffes de canon. Et c'est vraiment en y jouant au niveau du gameplay qu'on se rend compte de pourquoi ça a brûlé la saga magique qu'était Zelda. Les mobs te harcèlent au point où ça en devient difficile, mais difficile, énervant, pas difficile, challenging. Ça, c'est quand ils sont pas littéralement invincibles, sauf par un moyen, et ce moyen, ben, c'est pas le jeu qui va te l'expliquer clair et net. T'ajoutes à ça le fait que le jeu devient extrêmement impossible au corps à corps parce que t'as presque aucun item qui te redonne de la vie, mais qu'en plus, ton seul moyen de te battre à distance, c'est d'envoyer des bombes ou de tirer des lasers avec ton épée. Sauf que les bombes, elles sont extrêmement chères, faut donc farmer du rubis, et puis le farm, ben c'est pas tout le monde qui aime ça. Et ben oui, il y a l'option de tirer les lasers avec la Master Sword, mais comme étant dans la plupart des jeux Zelda, tu peux le faire que quand t'es full life. Et comme on a établi que t'as pas beaucoup d'items qui te redonnent de la vie, ben t'es juste très rarement full life. Donc en fait, à partir du moment où t'essayes d'aller au corps à corps, tu perds ta seule façon de ne pas aller au corps à corps. Ce qui fait que plus souvent qu'autrement, tu te retrouves encore une fois, dites-le avec moi, soft lock. Ah, ça fait du bien. Bon, sur ce, je vais aller chier sur la tombe du créateur de Zelda. Mais il est encore en vie, Shigeru Miyamoto. Oh que non, fais-moi confiance. Pas après avoir joué au Zelda sur CDI. Il a perdu tout goût à la vie. Et là, je sais pas si c'est le destin qui a eu de la clémence mal placée ou la cruauté d'un dieu grec, mais les sauvegardes du jeu, elles vont disparaître avant que Grenier puisse les finir. Vous trouvez ça frustrant? C'est normal. Mais c'est pas le pire. Le pire jeu testé par Grenier. Je sais très bien que vous vous attendez à ce que je vous parle de E.T. sur Atari 2600 ou de Superman sur Nintendo 64, presque unanimement connus comme les pires jeux vidéo de tous les temps. Mais selon moi, et c'est une opinion totalement subjectif, Grenier, le pire jeu vidéo qu'il n'a jamais testé, il l'a testé dans la vidéo des 11 ans. Sonic est une figure controversée du jeu vidéo. Si de base le plus grand rival de Mario, sa transition à la 3D a été difficile, pour rester poli. Il existe des bons jeux 3D dans l'univers de Sonic, mais c'est clairement pas Sonic the Hedgehog, qu'on a renommé affectueusement en Sonic 2006. Jeu principal de la vidéo des 11 ans, on arrive à une époque où c'est très loin d'être le géant du divertissement qu'il a déjà été. Là où la dernière tentative de redorer ce blason, c'est Sonic the Hedgehog, qui va sortir sur de multiples plateformes. Et là, c'est notre premier red flag. Sonic, à la base, c'était le rival principal de Mario. C'était le visage de Sega, comme Mario est le visage de Nintendo. Alors le fait qu'il sorte aussi chez Xbox, qu'il sorte chez PlayStation, ça prouve qu'il a besoin de se diversifier simplement pour rester pertinent. Pourquoi? Parce qu'il y a deux candidats reçus, des idées comme quoi il existe des bons Sonic 3D et des candidats comme quoi il n'y a que des mauvais Sonic 3D. Alors déjà, tu pars avec la moitié de la communauté qui te fait dos. Sonic 2006 donc, par quoi on commence? Non, littéralement, par quoi on commence? Parce que moi, je retourne pas au cimetière chier sur une troisième tombe. Au début des années 2000, donc la Saturn ne rencontre pas le succès escompté et la Dreamcast, j'en parle même pas, on dit que c'est la console qui a peut-être tué Sega. Heureusement, ce qui arrive, c'est le 15e anniversaire de la licence Sonic. On veut donc en profiter pour redorer son blason. Mais c'est pas exactement comme ça que ça va se passer. Le produit n'est simplement pas fini. Les PNJ sont mal animés, le rendu du jeu est horrible, t'as des temps de chargement comme si t'étais un buffet de volonté, mais pas de buffet à volonté, juste des temps de chargement. Et des fois, il y a le jeu qui décide qu'il est grand maintenant et qu'il peut jouer tout seul. Est-ce que vous vous rendez compte du paradoxe? Le jeu est censé se faire tout seul, mais en plus, il est incroyablement difficile. Sans compter sur le fait que le jeu, il est plein de bugs, on sent que ces gars, ils ont vraiment voulu le finir à la va-vite. Et encore une fois, ça c'est drôle parce que j'appelle pas ça un jeu fini. On sent que Sonic 2006, c'est vraiment le Cyberpunk 2077 de sa génération. Mais au moins, Cyberpunk, après, les développeurs, ils ont pu le finir et un petit peu sortir la tête de l'eau. Là, 2006, c'était vraiment le dernier clou dans le cercueil du hérisson. Le jeu deviendra aussi très célèbre pour ses éléments qui sont plus que discutables, comme par exemple le légendaire combat contre Silver et ses fameux It's No Use. It's no use! It's no use! It's no use! It's no use! Que c'est agréable. Un combat où, encore une fois, si Silver décide de te lancer en l'air et de toujours te rattraper, il va juste continuer de le faire et tu te retrouves encore une fois
Softlock! Ou encore, t'as le fait que Shadow entre en jeu avec son méga flow de seigneur de guerre. Il utilise des guns, il conduit des voitures, il y a une moto qui s'appelle la moto des ténèbres, et c'est généralement à cause de ce genre d'image que Shadow the Hedgehog a été affectueusement renommé en Shadow the Edgelord. Et c'est même pas le pire, parce que non, ça l'est pas, le méchant c'est Mephiles the Dark, parce que j'imagine que Satan le méchant très méchant, pas très gentil, bah ça faisait un petit peu long sur le CV. Et bien sûr, si vous vous acharnez, si vous finissez le jeu, ben vous l'avez toujours pas fini parce que pour obtenir la vraie fin, il faut refaire tous les niveaux avec Silver et avec Shadow. Encore une façon d'essayer d'allonger artificiellement la durée du jeu, mais ben vous avez souffert une fois, pourquoi le feriez-vous 2 fois de plus? Le tout en ne faisant que recycler les mêmes stages en boucle, on va le donner au moins à Sonic 2006, et ils étaient éco-responsables ces gars à l'époque. Si seulement donc quand t'as re-souffert encore 2 fois que t'as droit à la vraie fin, et cette vraie fin, oh! Vous savez, avec la démocratisation d'Internet, on se rend compte qu'il y a certaines histoires qui font partie de nos enfances qui sont assez moyennes. Genre la nécrophilie dans La Belle au bois dormant, c'est pas en y rajoutant de la zoophilie que ça va la rendre correcte. Bref, c'est tous ces jeux pourris qui bâtissent le Jour du Grenier, qui font monter sa colère, son agressivité, le tout pour en arriver à un point où ce personnage a 100% sa place dans mon émission. La construction d'un personnage mauvais. L'humour du JDG, c'est un humour qui est complexe, mais paradoxalement, il est aussi très simple à expliquer. C'est un humour qui se base sur le choc, sur la surprise. Il est fait pour venir chercher le spectateur et le surprendre. Vous l'aurez compris, JDG, il est principalement dans la parodie. La parodie, c'est un humour qui se base sur le fait de prendre une situation simple et de la retourner. Le tout en faisant quelque chose de comique avec. C'est comme ça que le Jour du Grenier fait. Quand il teste, disons, un jeu sur tel ou tel élément, genre Men in Black, bah, la vidéo, elle sera une parodie de Men in Black. Fred lui-même a dit récemment sur Twitch que c'est ce qui rend les vidéos comme Shrek difficiles à écrire parce que, en fait, tu ne fais que parodier une parodie, ça donne l'œuvre que tu parodies à la base. Et donc, il n'y a pas grand-chose à raconter. Et je pense que le fait d'être capable de passer par-dessus ces challenges d'écriture, c'est ce qui font de Fred et Seb d'excellents scénaristes. Et justement, puisqu'on parle de Shrek, sa scène d'ouverture est un excellent exemple. On raconte un conte de fées avec un joli livre bien écrit, bien coloré, et là, t'as un ogre qui se torche le cul avec. Non seulement ça surprend, mais ça envoie un message. Un message que, dans ce film, les contes de fées classiques, on va littéralement leur chier dessus. Et c'est plus ou moins ce qui arrive au cours de la saga. On peut dire donc que le personnage de Grenier est très calqué, que ce soit volontaire ou non, sur le personnage de Shrek en fait. On retrouve un petit peu le même humour cru, mais surtout on retrouve la même colère intérieure et on retrouve la même personnalité un petit peu antisociale. Mais surtout déjà de base, Grenier c'est quelqu'un qui a une passion pour les jeux vidéo, c'est quelqu'un qui a aussi une passion pour la nostalgie des jeux de son enfance. Alors pourquoi est-ce que quand il y joue, il s'énerve? Normalement il devrait passer un bon moment. Sérieusement, c'est exactement de ça dont je veux parler. Ce jeu est un concentré de frustration et d'actions incohérentes totalement impossibles à réaliser. Non, sérieux, au point où on en est rendu, on dirait cet ami qu'on a tous qui est genre... Mais t'es pas sérieux, le boss, il lui restait 4 pauvres PV, tu devais tanker, pourquoi t'as pris la fuite? C'est ta mère qui t'a bercé trop près du mur ou t'as eu la chance de naître avec ce talent d'imbécilité digne des plus grands livres des records? Ouais, mais... Tu t'amuses au moins? Bah oui, pourquoi? J'adore les soirées jeux vidéo. Bref, le personnage JDG, il est écrit pour faire rire, mais il est très loin d'être écrit pour être apprécié ou empathisé avec. En fait, on peut même s'amuser à compter ses red flags. De base, les crises de colère, je pense que c'est assez explicite. Tu remontes, tu retombes, tu remontes, tu retombes. Où est le fun là-dedans? Et puis aussi, c'est quoi ce concept idiot? Merde, 90% du jeu, c'est ça, rentrer, sortir de trous. Allez, mais merde, là, ça lui passe devant les mains. Même le gardien de soccer, il aurait rattrapé celle-là. Ah mais la prochaine fois j'emmènerai le chien, lui au moins il y arrive. Enfin, c'est pas une simulation pour pilote de chasse. Ce jeu il m'a fait taper mais des crises de rage, et ce jeu, mais non pas que ce jeu en fait, tous les jeux infogrammes, famille infogramme, j'ai fait papa, j'ai fait maman, et maintenant il me reste le gosse attardé, allez c'est parti pour Spion. Mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que ces crises de colère le font faire et de ce que ça implique? Déjà oui, ça le montre comme quelqu'un de colérique et qui va de 0 à 100 très vite, mais surtout, ça le rend dangereux au niveau sociétal. Pour illustrer mes propos, on va passer le micro à Seb. Alors Seb, dis-nous comment ça se passe de travailler avec Grenier. Tu m'as jamais tapé à moi? Non, mais je t'ai déjà tiré dessus. T'es comme un frère. Mais j'aime pas les jeux de sport, je déteste le sport. Et puis... T'aimes pas le sport? Ça serait pas douté. Marchait aussi plutôt bien. Oh, je t'avais dit d'arrêter ce genre de blague aussi. Tu sais que chaque année, 30 000 personnes sont abandonnées sur des arbres.
Voilà, donc Grenier, c'est ça, c'est quelqu'un de colérique et d'agressif qui n'hésite pas à s'en prendre physiquement à son seul ami quand il perd sa dernière vie dans un jeu rétro. De la violence, vous en voulez, de la violence, vous en aurez, parce que rappelez-vous d'à l'époque comment le JDG disposait des jeux qu'il terminait. Rendez-vous en enfer. Il y a encore un jeu qui va regretter de m'avoir connu, tiens. En route pour l'aventure. Ça part de simples façons de les jeter à travers la pièce, ce qui déjà est pas très sain, à littéralement conduire un bombardement militaire sur un village de Schtroumpf. Et regardez comment il justifie ça! J'avais pas le choix, si je l'avais pas fait, ça aurait continué encore et encore. Ah ouais. Si vous les aviez vus, là, avec leur sourire à la con, là, C'est ça, Monsieur Grenier, c'est quelqu'un qui est prêt à bombarder un village entier parce qu'on lui sourit de travers. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Et surtout, qu'est-ce qui pourrait mal se passer quand on lui donne du pouvoir? Si on prend les nombreuses alliances du JDG, on se rend compte que pour un verse où les niveaux de puissance sont assez bas, ben en fait, c'est une machine de guerre. Il a accès à des atouts, à des capacités physiques, des super pouvoirs et même des gadgets que, honnêtement, ben, ça le rend extrêmement dangereux. Il est capable d'utiliser les mêmes coups qu'Hokuto no Ken, de faire des Kamehameha, d'absorber l'énergie de tous les autres youtubeurs de l'époque. Ça, c'est sans parler du fait que même s'il ne l'utilise jamais vraiment, c'est dit textuellement que le personnage de Grenier dans la vidéo Dragon Slayer, ben, c'est un enfant de juron, avec tous les pouvoirs que ça implique. Considérant que l'enfant des jurons est une inspiration de l'enfant de dragon de Skyrim, qui est un des personnages les plus puissants de l'histoire du gaming, ça fait peur. Et bien sûr, c'est fait pour faire rire, ça marche, parce que c'est un personnage. Là où c'est particulier, c'est que le JDG va réussir à devenir un super-héros, le héros de toute une génération qui se dresse contre Thanos, qui se dresse contre les jeux pourris. Mais il parvient à être détestable sans pour autant être détesté. C'est fort quand même. Pourquoi? À cause de ce que j'appelle le syndrome Jim. La série télé The Office n'a plus à prouver son impact culturel. C'est une comédie hilarante, mettant en scène des personnages attachants, et sans contredit, un des personnages les plus attachants, c'est le personnage de Jim, interprété par John Krasinski. Jim, c'est un petit peu le nice guy, mais c'est aussi le gars décontracté, c'est celui qui fait des blagues, c'est celui qui met l'ambiance, et ça marche, c'est hilarant, parce que c'est une série. Alors que réalistiquement parlant, Jim, c'est un bully, un harceleur psychologique qui hésite pas à s'en prendre physiquement à ses collègues, et qui honnêtement, quand il est au bureau, il fait tout sauf travailler. C'est ça le syndrome Jim, c'est drôle parce que c'est à la télé, mais dans les faits, personne ne voudrait quelqu'un comme lui dans son entourage. Hey, est-ce que je peux t'emprunter un crayon? Ouais, pas de problème, attends. Ah, mais il est brûlant, mon crayon, qu'est-ce qui se passe? C'était un prank, j'ai commissionné un savant fou pour créer un crayon en acide sulfurique solide qui va se dissoudre au contact de ta peau spécifiquement. Oh, j'attends, 2 secondes. Oui, allô? Oh, ok, parfait, j'arrive. C'est les ressources humaines, ils trouvent que mes blagues sont tellement hilarantes qu'ils veulent les entendre de ma bouche dans leur bureau. Ça, c'est sans parler de tout ce que ça implique sur la santé mentale du JDG. La colère et la haine. Dans la vidéo sur les jeux Zelda CDI, Grenier va faire sauter le mur de sa maison avec une bombe parce qu'il pense qu'il y a un passage secret derrière. Vous me direz, comparé à tout ce qu'on a vu jusqu'ici, c'est pas grand-chose, sauf que ceci arrive après. Regarde ça, le téléphone. Une facture téléphonique au nom de mon voisin, qu'est-ce que ça fout là? Et une photo de mon voisin avec sa femme, merde alors, est-ce que j'ai atterri? Monsieur Grenier, c'est vous qui avez cassé le mur. Je te rappelais des secours. Et aujourd'hui d'ailleurs, je vais exaucer un de vos rêves. On m'a aussi piqué le téléphone. Puisqu'en fait... Oui, le JDG a fait exploser l'appartement de son voisin, il l'a entendu supplier pour sa vie, appeler à l'aide, et ben il s'en est même pas rendu compte. Si jusque-là on avait établi que le joueur du grenier c'était quelqu'un de colérique et destructeur surtout, mais qui est aussi très dangereux, ici c'est ses facultés cognitives qui m'intéressent. Ici, ce qui est un gros red flag pour moi, c'est la façon dont il perçoit le monde autour. Et pour soutenir mes propos, va falloir qu'on s'adresse à notre meilleur ami à tous sur cette chaîne, mais diagnostic maison, alors que j'ai aucune capacité professionnelle ni aucune étude qui me permet de dire si telle ou telle personne est atteinte de tel ou tel trouble mental. Je pense donc, selon mes recherches, que Grenier colle parfaitement à ce qu'on peut s'attendre de quelqu'un d'atteint d'un trouble de la personnalité antisociale. Le TPA est un terme assez large qui vient principalement regrouper les traits de personnalité que la société, pas forcément éduquée, réfère comme psychopathe ou sociopathe. Oui, je vous l'apprends peut-être ici aujourd'hui parce que vous n'avez pas vu d'autres de mes vidéos où j'en ai déjà parlé, mais le terme psychopathe, c'est quelque chose qui ne se donne plus en termes de diagnostic.
public, principalement à cause des implications et de la stigmatisation autour de tout ce qui tourne au terme de psycho. Selon le manuel MSD, donc le TPA se définit par une personne qui va commettre des actes illégaux et ou immoraux, le temps sans vraiment éprouver de remords. Et cette absence de remords, c'est 100% ce qui m'a mis la puce à l'oreille quand on parle de grenier. C'est normal pour de la lave. Je t'avais pas tué au dernier épisode, toi? On retrouve aussi de la justification par rapport à ces actes, le fait de blâmer les victimes qui en souffrent. Je vous rappelle comment Grenier réagit quand son psychologue le confronte par rapport à ce qu'il a fait au Schtroumpf. J'avais pas le choix, si je l'avais pas fait, ça aurait continué encore et encore. Mais aussi une indifférence totale et un manque d'empathie par rapport aux effets néfastes de leurs actions et à leurs conséquences. Encore une fois, roulez l'extrait que j'ai pas encore choisi, mais que je suis parfaitement confiant que je vais être capable de trouver. Excusez-moi, vous êtes japonaise? Mais sachez-le, ce genre de trouble, généralement, ça vient en pair. Beaucoup de personnes atteintes de TPA sont aussi atteintes, par exemple, de troubles de contrôle de l'humeur ou de gros problèmes de colère. Et c'est de là qu'on peut se demander d'où est-ce que tout ça vient. Peut-être de la vidéo sur Terminator, en fait. Ici, Fred va interpréter son propre père qui joue aux jeux vidéo et qui a exactement la même attitude que son fils va adopter plus tard. C'est-à-dire la colère, le manque de remords. Bref, c'est pas exclu que le père de Grenier, lui aussi, possède certains troubles, voire exactement les mêmes. Mais comme jusqu'ici, on ne l'a vu que dans un seul épisode, c'est très difficile à dire. Cependant, ça soulève une question. Est-ce que ce genre de trouble est génétique? Alors, oui, mais non. Je m'explique. Il y a génétiquement parlant certains facteurs qui peuvent favoriser des comportements qui mèneront à des conséquences qui peuvent mener au développement de troubles mentaux, mais c'est pas exactement de ça qu'on parle ici. Le fait étant qu'il est possible que quelque chose soit héréditaire sans pour autant être génétique. Si génétiquement parlant, oui, certaines personnes ont un héritage qui les pousse à commettre des actions qui les amènent sur une voie qui peuvent les mener à développer ces troubles mentaux, mais il en va de même pour, par exemple, leur éducation ou l'attention qu'ils ont eue en étant enfants, voire même l'exemple donné par des parents. Ce qui n'est pas anodin, j'en ai déjà parlé dans la vidéo sur Azula, il me semble, mais selon l'étude des psychologues Groob and Dorn, un enfant élevé par des parents atteints de troubles mentaux serait 3 fois plus susceptible d'en développer plus tard dans la vie. Et autant, ce n'est qu'une moyenne, autant chez Grenier, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est en regardant son père s'énerver devant Terminator que tout a commencé. C'est en suivant cet exemple, et c'est probablement en grandissant dans cet environnement qu'il a fini par rester sur ce même pattern. Et encore une fois, c'est juste des histoires qui se répètent. Regardez, ça va même jusqu'à Papy Grenier. Papy Grenier, il raconte ses histoires de jeunesse, de quand il était tel ou tel personnage de jeu vidéo. Et bien sûr, c'est faux parce que toutes les vidéos se finissent comme ça. Mais papy, c'est pas une histoire ça, c'est un jeu vidéo. De comment ça, un jeu vidéo? J'ai encore le t-shirt qu'on m'a laissé à la fin de mes études. Bon, déjà, ça implique qu'avec l'âge, Grenier a fini par grandir en quelqu'un qui est incapable de discerner la réalité d'un jeu vidéo. Ce qui est assez alarmant, je vous l'accorde. Mais le fait étant que, vrai ou pas, il y a l'épisode sur SimCity qui prouve que Grenier, c'est quand même un méchant sociopathe. Sociopathe qui, je sais, ne se donne plus non plus. Dans cet épisode, Grenier lui-même va se dépeindre comme un dictateur, comme le leader impitoyable d'une nation exploitée. Et je vous entends, c'est pas vrai, c'est jamais arrivé, mais pensez-y bien, ce qui est important ici, c'est pas que ce soit vrai ou pas, c'est le fait que Grenier pense que c'est vrai. Il pense avoir été une allégorie absolument pas fine de Joseph Staline, et il ne voit pas le problème là-dedans. Il en parle même comme une époque de nostalgie, ne remet jamais ses actions qu'il aurait fait en question comme maire de SimCity et pense que d'exploiter sa population, c'était quelque chose de justifiable, voire même correct. Aujourd'hui, j'ai été réélu à vie pour la 3e fois. Pour ce mandat, je promets rien du tout. Comme ça, je tiens mes promesses et vous réélirez-moi encore une fois à vie bientôt. Maintenant, vous poussez cris de joie ou moi faire pousser volcan au milieu du centre-ville. Et ça, c'est l'exemple prime, mais dans les faits, dans les Papy Grenier, on retrouve plein d'exemples, comme par exemple la violence des gangs de rue dans l'épisode de GTA, ou encore la cruauté animale dans l'épisode sur Pokémon. Et que des éléments qui, encore une fois, on en parle comme de la bonne vieille époque, et non que comme des erreurs du passé. Mettons la puce à l'oreille comme quoi Grenier est bien atteint de certains troubles mentaux, voire même de psychose qui l'empêchent de discerner le vrai du faux, quand il commet des actions répréhensibles, quand il fait le mal, ou même qu'il pense faire le mal, il ne ressent absolument aucun remords. Alors au final, à défaut d'être un simple méchant, Grenier est avant tout une construction brillante. Une construction qui a pris plus de 15 ans de travail et d'écriture, le tout ayant donné naissance à un personnage certes incohérent, mais au niveau moral tout aussi fascinant.
Sur ce, mes amis, c'était ma vidéo sur le JDG. J'ai adoré me challenger à l'écriture et j'espère qu'elle vous aura plu. Pour son alignement, donc considérant tout ce qu'on a dit sur lui dans cet épisode, j'ai tendance à l'envoyer à chaotique mauvais, mais ça reste Canardman qui a une espèce de pas sens de la justice, mais sens de vouloir faire le bien. C'est dans sa vision du bien que c'est corrompu. Je vais donc l'envoyer à chaotique neutre. Soyez sûr d'argumenter en commentaire. Sur ce, mes amis, vous pouvez cliquer juste ici pour voir notre dernière vidéo ou vous pouvez cliquer juste là pour plus d'analyse du mal. Dites-moi en commentaire de quel autre méchant on devrait traiter toujours avec le hashtag analyse du mal. Et tant qu'être là, pourquoi ne pas vous abonner, activer la cloche, ainsi que laisser un like et un commentaire avant de nous rejoindre sur Patreon, Discord et Instagram. Sur ce, je vous laisse et je vous verrai la prochaine fois pour de plus en plus d'exploration de notre omnivore.